Dans l'océan, il existe une couche où la vie semble retenir son souffle. L'eau y est pauvre en oxygène, froide et sombre, et la plupart des prédateurs actifs ne peuvent simplement pas y survivre. Pourtant, c'est précisément dans cette zone de minimum d'oxygène, entre environ 600 et 3000 mètres de profondeur, que flotte lentement le calmar vampire, une créature dont le nom effraie, alors que sa véritable force n'est pas l'attaque, mais la survie. Ce n'est ni un sprinter des abysses, ni un monstre infernal des légendes. C'est un spécialiste silencieux de l'existence dans un monde où respirer devient un luxe et où la nourriture est un événement rare. Il est petit, souvent de la taille d'une paume, mais semble plus grand grâce à la membrane reliant ses 8 bras. Lorsqu'elle s'ouvre, la silhouette ressemble à un manteau sombre, presque sans contour. 2 nageoires sur les côtés du manteau battent doucement, comme des ailes, lui permettant de rester suspendu dans l'eau avec un minimum d'effort. Ici, c'est essentiel. Chaque mouvement inutile signifie une perte d'énergie, et l'énergie est toujours rare dans les profondeurs. Le calmar vampire ne se précipite pas et ne poursuit pas sa proie. Il vit dans l'économie du mouvement, comme un appareil qui devrait fonctionner des années avec une seule batterie. Chaque geste paraît mesuré, comme s'il connaissait le prix exact de chaque impulsion. Ce qui frappe d'abord, ce sont ses yeux. Ils sont grands et extrêmement sensibles à la moindre lueur. Mais la lumière ici est rare et dangereuse. Dans les profondeurs scintillent des éclats de bioluminescence. Certains organismes envoient des signaux, d'autres attirent, d'autres encore effraient. Le calmar vampire parle ce même langage. Son corps est parsemé de photophores capables d'émettre une lueur bleutée, froide, transformant l'animal en ombre mouvante, difficile à suivre. Cette lumière n'est pas décorative. C'est un outil pour gagner quelques secondes, juste assez pour disparaître là où le regard du prédateur perd sa cible. Ses bras ne sont pas faits comme les mains d'un chasseur, mais plutôt comme un filet. Entre les ventouses s'étendent de fins filaments sensibles. Il détecte non pas la forme d'une proie, mais sa trace. Micro-vibration de l'eau, particules minuscules, odeur. Dans un monde où la visibilité est limitée, ces antennes sont plus importantes que la vue. Et pourtant, les ventouses du calmar vampire sont petites et dépourvues de crochets agressifs. Cela révèle un paradoxe. Il chasse rarement des proies vivantes, comme le font la plupart des céphalopodes. Lorsqu'un danger approche trop près, il n'attaque pas. Il fait quelque chose qui semble presque étrange. Il retourne sa membrane vers l'extérieur, enveloppant son corps comme une cape, tandis que de petits piquants à la base des bras deviennent visibles. La silhouette devient plus grande, plus étrange, moins identifiable. Cette posture est souvent appelée posture de l'ananas. Au lieu d'un corps mou vulnérable, le prédateur voit une forme hérissée, difficile à saisir. Mais ce n'est qu'une partie de sa défense. Ensuite vient le geste principal. Il libère dans l'eau un nuage de particules lumineuses. Ce ne sont pas des nuages d'encre noire comme chez les calmars côtiers. Dans l'obscurité totale, l'encre serait inutile. Ici, c'est la lumière qui fonctionne. Un voile scintillant dans lequel l'œil du prédateur perd le contraste et poursuit une cible illusoire. Pendant que l'attention reste fixée sur ces étincelles, le calmar vampire s'éloigne calmement, change simplement de direction et se dissout dans l'eau sombre. Mais le plus surprenant reste son alimentation. Dans les profondeurs,
une lente chute de matière organique se produit en permanence. Fragments de plancton mort, mucus, minuscules débris, morceaux de coquilles. On appelle cela la neige marine. Elle descend lentement depuis la surface et nourrit l'abîme. La plupart des céphalopodes sont des chasseurs actifs, mais le calmar vampire agit souvent autrement. Il récolte ces particules comme une récolte rare. Avec ses filaments, il capture la matière organique et la rassemble en petites boules de mucus qu'il porte ensuite à sa bouche. Cela paraît insignifiant jusqu'à ce que l'on comprenne l'enjeu. Dans la zone pauvre en oxygène, les grandes proies sont rares et les poursuivre coûterait trop d'énergie. Il est plus rentable de collecter ce qui tombe que de chasser. Pour vivre là où l'air manque aux autres, il a aussi modifié sa physiologie. Dans son sang fonctionne l'hémocyanine, un pigment capable de fixer l'oxygène même à de très faibles concentrations. Mais cela ne suffit pas sans un second facteur, un métabolisme très lent. Ses muscles ne sont pas conçus pour des poursuites rapides, mais pour la stabilité et l'économie. Même son comportement suit cette logique. Il choisit les couches d'eau où la neige marine est plus abondante et peut y rester des heures. Il ne cherche pas l'aventure. Il cherche l'équilibre, car l'équilibre signifie la vie. Dans les profondeurs, la couleur compte peu. Le calmar vampire apparaît sombre, parfois rougeâtre, mais à ces profondeurs, le rouge devient presque noir. Ce n'est pas un effet spectaculaire, c'est simplement la couleur la plus efficace pour disparaître. On imagine souvent les abysses comme un monde où les créatures les plus féroces dominent. Mais dans la zone pauvre en oxygène, ce sont les plus économes qui gagnent. Le calmar vampire est un maître du compromis. Briller juste assez pour disparaître, se défendre juste assez pour fuir, se nourrir de miettes pour continuer à vivre. Sa vie ressemble à une longue série d'attentes interrompue par de brèves actions précises. La tension ne vient pas de la chasse, mais du fait qu'une seule erreur dans la gestion de l'énergie peut être fatale. Son cycle de vie reflète aussi la rareté de son monde. Les femelles peuvent conserver longtemps les spermatophores, attendant le moment favorable pour la reproduction. Les jeunes montent d'abord vers des eaux plus riches en nourriture, puis, en grandissant, descendent vers les profondeurs où les adultes vivent presque sans concurrence. Ainsi, lorsque toute lumière disparaît, on pourrait croire que l'océan est vide. Mais cette impression vient seulement de l'absence de repères humains. Quelque part dans l'obscurité, flotte encore le calmar vampire, et ses particules lumineuses ne servent pas à décorer la nuit, mais à survivre. Et malgré son nom, il ne boit pas de sang et ne chasse pas les humains. Son vampirisme réside simplement dans sa capacité à vivre là où la vie des autres s'arrête. Pour lui, cette pauvreté en oxygène n'est pas une anomalie, c'est le monde normal.